Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver sur JNJ Media pour cet autre numéro de votre mission du Tic au Tac, votre dîner intellectuel qui porte naturellement la co-signature de l'indéboulonnable Romaric Tenda. Et du très sémillant Raoul Patrick Buffet-Hoc. Bonsoir Raoul. Bonsoir Romaric. Ravi d'être avec toi sur ce plateau. Merci également à vous de nous suivre à la maison, chers internautes et téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Nous recevons dans le cadre de cette émission le docteur des eaux et en honneur, nous allons boire un verre d'eau. Docteur Emmanuel Ngara, bonsoir et merci d'être sur notre plateau. Bonsoir, monsieur Romaric. Bonsoir, monsieur Raoul. Bonsoir, docteur. Sentez-vous à l'aise. Et merci pour ce verre d'eau. Voilà. Il fait bien, il fait toujours du bien d'être sur ce plateau. On y va en mode sérieux et parfois un peu détente. C'est une mise en condition. Merci d'être avec nous. Merci, monsieur Romaric. Alors, on constate la montée en force des créations des forages au Cameroun et dans les villes de Douala et Yaoundé en particulier. Que pensez-vous de ce phénomène? Vous savez, en fait, ce que je pense n'a pas d'importance. Je pense que c'est ce qui se passe qui a une importance et qu'est-ce que ça donne après qui est important. Et c'est beaucoup plus vers ça que je pourrais me prononcer. Bon, maintenant, la prolifération des forages au Cameroun, c'est pas une mauvaise chose parce que ça donne de l'eau à tout le monde. Oui. Aux gens qui n'en ont pas, ils n'ont pas des branchements, ils ont besoin d'eau. Sauf que si ça se passe de manière désordonnée, on ne pourra pas dire que ce sera durable. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu trouves l'eau à 40 mètres de profondeur, si on gère mal, ton petit-fils, peut-être, il aura besoin d'aller jusqu'à 120 mètres. Et en termes de qualité aussi, il pourra avoir beaucoup de désordre. C'est ça qui me rend triste. Mais sinon, quand on n'a pas d'eau, il faudrait bien qu'on trouve de l'eau quelque part. Donc, il faudrait que peut-être on puisse régulariser pour que on puisse gérer cette ressource de manière durable. Mais cette profondeur, est-ce qu'elle rassure sur la qualité d'eau? La profondeur, la qualité, il n'y a pas totalement un rapport. Ça dépend des événements géologiques des régions, des endroits où on fait les forages ou les puits. Ça dépend des événements géologiques, ça dépend de plusieurs choses. C'est-à-dire que il peut y avoir une pollution anthropique due à l'homme. C'est-à-dire que il peut y avoir eu quelque chose qui s'est passé. Par exemple, j'arrive quelque part pour une expertise et je me rends compte que le propriétaire du domicile avait fait 2 forages avant d'avoir le forage qu'il utilisait au moment de mon passage. Et dans l'un des forages, il avait laissé les tubes. Il y a des tubes en plastique qu'on met pour mettre la pompe à l'intérieur pour retirer l'eau. Bon, il y a les 2 forages déjà, les tubes étaient restés à l'intérieur. Donc ça fait des plastiques qu'on a mis dans le sol peut-être sur 80 mètres et qu'on a laissé. Vous voyez ce que ça peut faire. Et dans un autre forage, il avait laissé la pompe. Il n'avait pas pu retirer la pompe. Et les forages avaient été comblés. Bon, vous voyez un peu ce que ça peut faire. Si cette pompe, après un temps, le matériau avec lequel elle est faite, peut-être si c'est du fer et que ça rouille et tout, ça veut dire que la nappe qui sera là sera déjà contaminée avec tous les produits chimiques qui sont entrés dans la fabrication de la pompe. Donc, avec ça cause vraiment des problèmes et il faut régulariser. Alors, il y a 8 ans, les forages étaient réalisés au Cameroun à hauteur de 8 millions de francs CFA. Aujourd'hui, avec 1 200 000, vous avez des entreprises qui en créent. Selon vous, cette baisse provient-elle d'une volonté de la population d'avoir accès à l'eau de meilleure qualité que celle de Camwater, où il existe beaucoup d'autres raisons? Non, vous savez, les forages, d'abord, il y a un pricing qui dépend d'un certain nombre de choses. Il y a des dépenses qui sont faites, il y a des équipements qui coûtent extrêmement cher qu'on utilise et lorsque vous ne les avez pas, vous pouvez les louer quelque part et c'est aussi extrêmement cher. Et aussi, les propriétaires de ces machines-là, peut-être avant, le prix pouvait s'expliquer par le fait que peut-être il y a une seule machine ou 3 machines dans toute la ville de Douala. Donc, tout le monde va se discuter cette machine avec la loi de l'offre
et de la demande, le prix sera énorme. Mais si le nombre de machines augmente, le prix va chuter. Et je vais vous dire une chose, le prix va diminuer encore. Ça va diminuer encore avec l'acquisition des machines par le plus de personnes. Ça pourrait encore diminuer. Donc, ça dépend, c'est la loi de l'offre et de la demande sur le prix. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce coût qui baisse dans la construction d'un forage oui, et la volonté des populations d'accéder à une eau de meilleure qualité? Bon, toujours est-il qu'il y a un rapport, mais est-ce que le rapport est significatif? Ça serait là le truc. Mais toujours est-il que je pense que, par exemple, quand on va dans des quartiers, comme des nouveaux quartiers, oui, vous arrivez, là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'adduction d'eau. Et vous allez peut-être à la Camwater, vous demandez si vous pouvez avoir une adduction. On ne vous donne pas une réponse satisfaisante. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous vivez là, il vous faut de l'eau. Si vous avez des moyens, vous allez trouver 1,5 million, 2 millions, 2,5 millions pour faire un forage et avoir de l'eau chez vous. Maintenant, le voisin aussi a le même problème. Lui aussi fera la même démarche. L'autre voisin aussi a le même problème, il fera également la même démarche. C'est-à-dire que après tu vas arriver dans le quartier, tu vas trouver des forages un peu partout. Ça, c'est pas un problème. Parce que s'ils n'ont pas d'eau, ils vont mourir du manque d'eau. Il y aura d'autres problèmes qui vont se poser. Oui. Donc, ça nous permet quand même, ça permet de maintenir ces gens en vie et heureux parce qu'ils ont de l'eau. Mais maintenant, si ça se passe de manière désordonnée, ça pourrait créer d'autres problèmes. Peut-être pas immédiatement, mais avec le temps. Déjà, immédiatement, ça peut créer des problèmes comme l'intoxication à l'eau parce que les ressources collectives comme la Camwater donne de l'eau de manière collective, il y a des traitements collectifs que nous finançons, puisque la Camwater, c'est une entreprise de l'État, que nous finançons avec nos impôts et avec tous les mécanismes que l'État peut avoir pour financer ses activités. Mais maintenant, lorsque Monsieur X va demander à faire un forage, lui, il est convaincu que, heureusement, ça commence à changer, mais c'est encore difficile. Avant, on pensait que dès que l'eau sort du sol, c'est clair, c'est potable. Et il y a même des gens qui avaient la connexion de l'eau du robinet, qui avaient même des eaux en bouteille, mais qui te disaient carrément que je bois l'eau de forage, c'est la meilleure eau du monde. Mais malheureusement, heureusement, c'est en train de changer. Donc, je disais que lorsqu'on prend cette connexion-là, on ne part pas plus loin que l'eau qu'on a obtenue. Bon, parfois, c'est parce qu'on n'a pas les moyens, parfois, c'est par ignorance, mais quels qu'en soient les cas, lorsqu'on ne va pas plus loin, il peut avoir des conséquences, soit immédiates, s'il y a des bactéries dans l'eau, je peux me retrouver à l'hôpital rapidement. S'il n'y a pas les bactéries dans l'eau, ou alors c'est des bactéries qui n'envoient pas directement à l'hôpital, les médecins peuvent mieux en parler, je peux résister encore. S'il y a des produits chimiques comme le fer, l'aluminium et tout ça, ce sont mes enfants, peut-être qui sont nés dans la maison, qui ont 2 ans. Lorsqu'ils auront 30 ans, peut-être les métaux lourds se seront assez accumulés dans leur sang et ils vont développer un mécanisme d'intoxication. Là, c'est sur eux, mais maintenant sur la communauté, sur l'environnement. Lorsque cette ressource-là est exploitée comme ça de manière désordonnée, il y aura bien sûr des conséquences au niveau de l'environnement et au niveau de la communauté. Alors, oui, donc alors c'est pratiquement la mode aujourd'hui. Hein. C'est tout le monde et chacun qui veut se faire un forage. C'est chacun qui veut créer son propre point d'adduction d'eau via un forage. Mais dites-nous, docteur, comment est-ce qu'on crée un forage? Que faut-il pour créer un forage? Est-ce qu'il existe des autorisations pour le faire? Si oui, lesquelles? Dans quelles conditions crée-t-on un forage? Bon, ça c'est une très bonne question. Est-ce qu'il existe des autorisations? J'ai eu à discuter avec des maires sur cette question. Et je leur ai dit, parce que normalement, ça doit être le cas. Mais maintenant, qu'est-ce qui est fait? J'ai eu à discuter avec certains maires, que je ne vais pas nommer ici. Je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi vous n'avez pas de l'œil dessus? Certains m'ont dit que, bon, en principe, il y a des textes qui nous demandent d'avoir l'œil dessus, mais nous ne le faisons pas. Nous n'avons pas la capacité, parfois technique et tout, de le faire. Mais normalement, ça devrait pas être fait comme cela. Je vous ai pris l'exemple de ce monsieur qui a laissé une pompe
dans le forage, peut-être à 60-80 mètres de profondeur, vous imaginez ce que ça peut causer avec le temps. Et ça, c'est pas à lui que ça va causer ça. Il ne sera peut-être plus là. Mais ça va causer ça aux gens, à nos enfants. Vous voyez. Or, aujourd'hui, on doit tout utiliser de manière durable, sustainability. On doit tout utiliser de manière durable. Donc, si on gaspille ou alors on pollue, ça va causer des problèmes plus loin. Donc, il devrait avoir des textes, il devrait avoir des volets pour regarder ça. C'est-à-dire que un maire devrait être en mesure de dire que aujourd'hui, dans ma circonscription, il y a 1000 forages. Et dit que la semaine prochaine, il y aura 3 forages qui seront faits dans ma circonscription. En fin d'année, dit que j'ai 2000 forages dans ma circonscription. Et avoir certains rapports sur ces forages-là. Ça, nous devons arriver là parce que sinon, ça va dans tous les sens. Je fais un forage, je pollue mon forage, c'est la nappe. Vous êtes mon voisin, vous pourrez en payer les conséquences. Imaginez que quelqu'un prenne, je ne le souhaite pas, mais imaginez que quelqu'un prenne un jour le remède des souris. Est-ce que vous savez que les gens ça dit que il y a des chlores qu'on vend pour la désinfection, là c'est peut-être une parenthèse, et les gens qui vendent ça, c'est les mêmes personnes qui vendent les remèdes des souris. Donc, dans le même plateau, vous avez le Canfa, vous avez le Naftalène, je vous l'ai dit, on appelle ça Canfa. D'ailleurs, nous avons la photo, merci pour l'illustration à l'équipe technique. Voilà. Donc, il y a tout là, et il y a le chlore en sachet là, en poudre, et on achète ça, on va mettre dans l'eau et on boit. Maintenant, imaginez que quelqu'un un jour lance, et déjà il lance le chlore dans le fourrage. Ok? Ce chlore mélangé avec tous ces autres produits? Bon, ils n'achètent pas les autres produits, ils achètent le chlore, je suppose. Maintenant, imaginons un spectacle où quelqu'un a lancé dans son fourrage le remède des souris. Vous voyez ce que ça peut donner? C'est la catastrophe. Voilà. Et pas à lui seul. Et à son environnement. À son environnement. Et peut-être pas le même jour. Peut-être 2 ans après. Peut-être 3 ans après. C'est pour ça qu'il faut un œil là-dessus. C'est très important. Mais sur le plan technique, qu'est-ce qu'il faut techniquement pour faire un forage? C'est-à-dire que je suis Romaric Tenda, je vis dans un endroit précis, j'ai besoin de faire un forage. Qui est-ce que je dois contacter? Quel type de machine est-ce qu'il y a des machines avec lesquelles on fait le forage? Comment est-ce qu'on fait pour trouver de l'eau? Comment ça se passe techniquement? Ok, super. J'adore ta question, monsieur Romaric. Merci. Bon, en fait, pour faire le forage, premièrement, on fait la recherche de l'eau. Groundwater Exploration et l'exploration des eaux souterraines. Et cette exploration des eaux souterraines se passe en 3 étapes. Il y a l'exploration géologique qui permet de faire des observations comme parfois la pluviométrie de la région. La région est-elle sous une pente, sous une vallée? Est-ce que c'est des observations? Quelle est la végétation? Tout ça me permet d'avoir une idée sur l'endroit où probablement la nappe peut être le plus rapprochée du sol. Et on sait aussi comment la nappe se comporte. Par exemple, lorsque vous avez une montagne comme ceci, ok, la nappe va également s'incliner sous la forme de la montagne. Maintenant, en ce moment-là, quand c'est élevé, la nappe est plus loin de la superficie. Mais par contre, lorsqu'on a une vallée comme ceci, la nappe est plus proche. Cela s'explique par le fait que lorsque vous avez par exemple la pluie, ça tombe sur la montagne, ça a tendance à descendre avant de s'infiltrer. Donc l'infiltration en surface, en haut de la montagne, est moindre que dans les vallées. Bref, c'est des observations comme ça qu'on fait pour voir comment la nappe peut être. Deuxièmement, on fait l'étude hydrologique. Et après ça, maintenant, on fait une étude géophysique. L'étude géophysique, c'est quoi? C'est pas la magie. Même comme parfois on mystifie tout ça, c'est simplement, on met des électrodes. Vous voyez, quand vous avez une pile, vous avez un point positif, un point négatif. Ce sont des électrodes. C'est un électrolyseur, la pile. Donc, on plante une électrode ici, on plante une électrode là-bas. Il y a une électrode qui est négative, l'autre est positive. Et avec une machine, que je peux appeler une machine, on bombarde un courant. Donc, on fait circuler un courant. Le courant passe par la terre. Maintenant, plus les électrodes sont rapprochées, plus la surface, c'est-à-dire la profondeur que les électrodes vont scanner sera moindre. Donc, on les éloigne encore un peu pour scanner plus.
Et maintenant, la méthode est simplement basée sur la résistivité des matériaux qu'on trouve dans le sol. Si vous prenez, par exemple, une roche qui est compacte et sèche, elle va résister au passage du courant. Si elle est humide, elle va plus laisser passer le courant. Si vous arrivez sur du sable et de l'eau, puisqu'il y aura des ions dans l'eau, le courant va passer plus facilement. C'est ce qu'on observe et que parfois l'ordinateur interprète, et vous, avec des spéculations scientifiques, vous concluez que là-bas, c'est de l'eau. Parce qu'il y a une bonne conductivité, il y a ceci, il n'y a pas de résistance et tout. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe, les études géophysiques. Lorsqu'elles sont bien faites, généralement, il n'y a pas de problème. On sait exactement où se trouve l'eau. Parfois même, vous regardez ça en 3D, très amusant. C'est-à-dire que vous regardez le sous-sol là, en 3D, vous regardez une poche d'eau, ici il y a de l'eau, là-bas il n'y en a pas. C'est des choses qui s'utilisent également chez nous pour voir peut-être s'il y a eu une pollution, la remédiation. Par exemple, l'eau du sous-sol peut avoir été contaminée et on a envie de vider pour diminuer. Donc, on fait le même check-in. L'eau mélangée à l'huile, si c'est peut-être l'huile qui est entrée, aura une conductivité différente de l'eau qui n'a pas l'huile. Donc, je pourrais localiser l'endroit où il y a pollution et extirper. Donc, bref, c'est des méthodes. Et comment percer le sol pour arriver où il y a l'eau exactement? Comment on perce ça? Il y a des machines pour ça qui ont une grosse pression. Il y a des machines pour ça. Je veux pas faire la publicité. Qui peuvent percer même des rochers? Ouais, des rochers. Ça résiste pas. C'est designé pour ça. Il y a des machines plus simples. Par exemple, le sol de Douala, il est plus sableux, c'est plus simple. Dans les machines qu'on utilise ici à Douala, ces machines ne s'utilisent pas à Yaoundé, par exemple. À Yaoundé, on a besoin des choses plus puissantes. Voyez. En Turquie, où j'ai fait mes études, vous avez des fourrages qu'on fait à 900 mètres de profondeur. À 900 mètres. Donc, il y a des machines qui te scannent le sous-sol là, à 900 mètres pour te localiser l'eau. Parce que justement, et c'est pour ça que il faudrait qu'on réagisse très vite. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu creuses, tu as l'eau à 20 mètres. Tu te dis que c'est un acquis. Mais on peut arriver à un moment où on n'a pas l'eau à 20 mètres. En Turquie, par exemple, tu vas creuser, tu vas arriver à 600 mètres pour trouver de l'eau. Imagine que ça nous arrive. Mais on se dit certainement que non, mais ça c'est des histoires des autres, ça va pas nous arriver. Mais si ça arrive à nos enfants, si on n'a pas anticipé, c'est autant de choses qui font que nous devons nous bouger. Et c'est le lieu pour moi de dire merci à JNJ Media pour le travail que vous faites de sensibilisation à tous les niveaux, vous ne négligez aucun niveau. Ça, franchement, c'est louable. C'est louable. Merci. On a besoin de vous, des initiatives comme ça dans ce pays. Merci, docteur. Docteur Nga, les forages tels qu'ils sont construits en ce moment au Cameroun, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils respectent les normes en la matière? Là, je vais vous reposer la question. Est-ce qu'il y a même des normes en la matière? Parce que quand il y a une norme, tout le monde doit savoir. Ou du moins est censé savoir. Maintenant, tels que les forages, bon, déjà moi avec mon entreprise, on fait des forages. Mais bon, quand un client peut-être vous invite pour faire son forage, comment vous procédez? On fait l'étude et après on localise la nappe et on fait son forage et on remet son forage. Donc il n'y a pas d'autorisation quelconque? Non, j'en ai pas encore vu. Mais les maires m'ont dit qu'en principe, ça doit être le cas, mais je sais pas. J'ai pas creusé là-dessus. Ils m'ont dit que ça doit être le cas, mais là, jusqu'à présent, souvent, je me suis amusé à aller dans les maisons avec des forages pour demander s'ils ont eu l'autorisation, s'ils ont dit non. Donc, vous n'êtes pas confronté à cette réalité où il faut expliquer un forage qui répond aux normes ou pas. Vous avez expliqué des différents sols où on peut susceptible d'avoir de l'eau. Oui. Si à 1 mètre ou à quelques centimètres, vous avez de l'eau, est-ce qu'elle est rassurante? Non, ça dépend. Lorsque je fais la recherche géophysique, je sais que ça, c'est la nappe. Ça ne ment pas. C'est de la science. Je vous ai parlé de la conductivité tout à l'heure. Donc, c'est comme ça. Quand ça scanne, si je vois le courant et que là, la conductivité est bonne sur une
sur une bonne étendue, et puis je vois des trucs. Et puis la machine, lorsqu'elle fait des interprétations, montre très bien. Vous voyez là-bas, c'est bleu. Vous voyez le 2D, le 3D, c'est convivial. Donc vous essayez d'estimer comme ça. Mais par contre, peut-être pour revenir sur votre question, lorsque nous gérons les forages, on remet une fiche technique au client. Donc, je m'arrange à faire une fiche technique, je l'ai conçue, pour que ce ne soit pas une navigation à vue. Et même... Quelles sont les informations qui sont contenues dans cette fiche? La profondeur à laquelle on a foré, c'est-à-dire où on a trouvé l'eau, le type, le matériau des tubes qu'on a mis dans le sol, n'est-ce pas? Et le fabricant, la fiche technique également de ces matériaux-là est ajoutée. Bref, un certain nombre d'informations qui vont permettre que si, par exemple, lorsque moi j'arrive chez quelqu'un et qu'il a un forage, peut-être s'il y a un problème et tout, j'ai besoin de ces informations-là pour lui donner des conseils. Donc, c'est justement ce que je lui remets également, un peu comme une maison. Lorsqu'on construit une maison, on a besoin des plans. Tout à fait. Et dans chaque maison, on doit garder des plans quelque part. Les plans de génie civil, les plans d'électricité, les plans de plomberie. Et désormais, il faut également la fiche technique du forage lorsqu'il y a le forage. En principe, c'est... Pour que ce soit un tout complet. Voilà, effectivement. Alors, est-ce que le plus important, c'est de trouver de l'eau dans le sol? Et que faire si vous creusez sans jamais trouver de l'eau? Intéressant. Ouais, si vous creusez sans jamais trouver de l'eau, vous allez creuser ailleurs. Si vous avez vraiment besoin d'eau. Parce que ça arrive, effectivement. Vous pouvez percer tous les points de la maison. Ah oui, si vous avez assez d'argent, parce que le forage, ça coûte aussi cher. Je vous ai dit que je suis arrivé, par exemple, chez certains clients, avec mon équipe, qui avaient fait 4 forages. Sans jamais trouver de l'eau. Sans jamais trouver de l'eau. Et ils avaient financé les 4 forages. Sans jamais trouver de l'eau. Et ils étaient même découragés. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire des études préalables sur des terrains, même avant de construire, avant d'y vivre, sachant que si demain il y a des problèmes d'eau, on peut être capable de trouver de l'eau en profondeur sans trop souffrir. Mais vous savez, on ne devrait même pas faire des forages. Pourquoi? Pour avoir de l'eau. Pourquoi? La société de distribution d'eau devrait nous donner de l'eau. C'est notre droit. Mais aujourd'hui, on n'est pas obligé. Il y a des nouveaux quartiers qui se créent. Oui, mais et regarde, il n'y a pas eu un plan d'urbanisation là-dessus. Que faire? Mais aucun quartier ne peut se créer ex nihilo. Nous sommes dans un État. Il y a une mairie, il doit avoir des plans. Ils doivent... Non, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, s'il y a un nouveau quartier qui se crée, la mairie est au courant que les gens vivent là-bas ou pas. Mais elle prend ses dispositions. En principe, la société des eaux devrait... Je ne sais même pas pourquoi on se donne tant de peine. Moi, je me suis toujours demandé la pertinence d'aller prendre l'eau à la Sanaga pour venir donner l'eau à Yaoundé. Mais ce projet, il a coûté extrêmement cher, avec des impacts sur l'environnement qu'on ne pourra même peut-être pas gérer avec le temps. Mais que fallait-il faire pour approvisionner Yaoundé? Mais c'est simple. Mais regardez tout le monde qui a des forages à Yaoundé. Est-ce qu'ils ont attendu que l'eau vienne de la Sanaga? Non. Mais vous pensez que la Camwater ne peut pas faire un forage à Damas? Un forage de masse vraiment professionnel avec tous les moyens? Capable de distribuer l'eau dans tout Damas? Capable de distribuer l'eau dans tout Damas? C'est possible? That is possible. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est possible. La Camwater peut faire des forages dans des quartiers et distribuer, mais au moins ça sera des ingénieurs qui vont checker l'eau. Au moins ça sera des personnes qualifiées qui vont vérifier si tout est OK. Et qui seront capables de traiter les circuits de distribution. Effectivement. Et ça sera même très intéressant parce que plus on est loin, plus il y a possibilité de pollution en route. Donc moi je pense que ça on pouvait le faire. Et je m'interrogeais vraiment pourquoi est-ce que depuis cette politique n'a pas été mise sur pied par l'entreprise des eaux. Ça franchement je me posais cette question. À savoir checker tous les quartiers du Cameroun, aller dans chaque quartier, créer un forage et tendre. Dès qu'il y a un nouveau quartier, on fait un plan. Mais la Camwater, ils ont des moyens.
faire un forage là, même quelle que soit la profondeur, on fait là un nouveau quartier. Je vais dire peut-être lundi à Douala, c'est un nouveau quartier. Je ne sais pas s'il y a déjà des adductions d'eau là-bas. Je ne sais pas. Mais s'il n'y a pas, la CAMWater peut aller là-bas et explorer le sol et trouver le bon point d'eau et faire un forage et connecter tous ceux qui vont vivre là-bas. Sur ces zones particulièrement, nous avons des informations selon lesquelles une entreprise chinoise est en train d'exploiter l'eau qui s'y trouve pour créer une sorte de pipeline pour desservir les quartiers Lendi, Bonamou Sadi et Lokbessou, dans ce sens. Mais elle le fait pour la CAMWater ou pour elle-même? That is the question. La CAMWater devrait être à mesure de le faire. Ça serait... Parce que là, si vous avez déjà cette eau, vous n'irez pas faire votre forage. Parce que ça coûte cher et parfois, c'est pas évident de gérer. Dans tous les cas, nous allons creuser et en faire des reportages pour édifier les internautes davantage. Raoul? Regardez votre caméra, Dr Nga. Ouais. C'est la pause. Vous regardez JNJ Média. Restez avec nous. G&J Consulting, votre entreprise de conseil. Vous avez besoin des services juridiques. Vous voulez investir dans l'immobilier, construction, agroalimentaire, agropastoral, import-export, commerce international, hôtellerie, placement de personnel, logement, vente de vos maisons, terrains et bien d'autres, voyages, location et vente de matériel divers, décoration, organisation de festivités. Une seule adresse, G&J Consulting, votre nouvelle entreprise de conseil qui fournit aux clients et partenaires une direction claire, efficace, optimum, réaliste et innovante pour vous permettre de réussir sans heurts ni dommages tout ce que vous entreprenez au Cameroun. Vous êtes à l'étranger, au Cameroun, retrouvez-nous au 2e étage de l'immeuble abritant la pharmacie Japoma à 100 mètres en face Total Colbon en allant vers le stade de Japoma. Contactez-nous plus 237 680 41 40 15 ou nous écrire sur notre adresse mail getjconsulting@gmail.com. Visitez notre site web getjconsulting.org. G&J Consulting. De retour sur ce plateau, toujours en compagnie du Dr Nga, vous avez affirmé que la meilleure eau consommable au Cameroun est celle distribuée par CAMWater. Sur quoi vous vous basez, Dr Nga, pour faire de telles affirmations avec les souffrances que vivent les populations qui dénoncent une très mauvaise qualité d'eau distribuée dans les ménages par cette entreprise? Bon, ce que j'ai dit, ça veut dire, je dis que la CAMWater a la meilleure eau, c'est théoriquement. N'est-ce pas? Parce que théoriquement, la CAMWater a un personnel qui vérifie l'eau, ils utilisent des produits et tout. Et théoriquement, la plupart des forages ne font pas la même chose. Donc, théoriquement, la CAMWater a la meilleure eau. Il y a la ressource humaine. Oui. Et le processus de production est respecté, c'est bien ça? Oui. Tout est checké. Et pourquoi l'eau sort souvent jaune dans les ménages? Et il y a une chose qui est sûre, la CAMWater, si elle envoie une eau avec les bactéries dans les ménages, ça se saurait. Presque tout le monde ira à l'hôpital. Donc, au moins sur ça, théoriquement, encore, comme je dis, ils ont... Mais Dr Nga, pourquoi on a des vidéos des Camerounais qui ouvrent des robinets et on voit comme si c'est de la terre, comme si parfois c'est une eau rougeâtre. Une eau rougeâtre. C'est quoi le problème? Vous savez, la différence avec moi, c'est que je suis un ingénieur et je suis chercheur. Oui. Donc, je m'abstiens de faire certaines déclarations. Je suis allé une fois, une sœur, il n'y a pas 2 semaines, m'a dit qu'elle avait une cousine, en fait, une amie de l'église et tout, qui avait ce problème. J'étais très content. Je lui ai dit, écoute, amène-moi là-bas. Elle a trouvé un temps. Elle m'a dit, je t'amène là-bas comment? Je dis lui qu'il y a un expert qui veut regarder son eau. Il va l'aider peut-être. Alors je suis allé. Je monte sur l'étage. On ouvre. Elle habite au 3e niveau, je pense. On ouvre. 3e ou 4e. On ouvre, c'est coloré. Oui. Voilà. Maintenant, je descends en bas.
Je demande à la voisine d'en bas si je me présente et je lui dis ce que je suis en train de faire. Et je lui demande si elle peut m'amener dans la cuisine. On ouvre dans la cuisine chez elle, c'est pas coloré. Ouais, Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Interne. La tuyauterie interne de l'immeuble n'est plus cool. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Et j'en ai eu encore, avant de venir à cette émission, je disais à ma grande sœur à qui j'ai rendu visite, elle s'appelle Thérèse, à qui je fais un coucou d'ailleurs, je lui ai dit, je vais intervenir sur votre plateau et ceci, et elle m'a encore parlé d'une situation similaire. Elle m'a dit, elle m'avait en parlé au téléphone, et je lui ai dit vérifier un peu en bas, et elle a fait la même vérification, et elle me confirmait que c'est pareil là-bas. C'est-à-dire que l'eau arrive, elle n'est pas colorée, mais la tuyauterie interne de l'immeuble est défaillante. Et c'est ce qui se passe. Je ne dis pas que c'est le cas partout, mais je dis il y a des cas comme ça également. Il y a des cas où même l'eau de la Camwater, il y a eu un cas, si c'est à Limbe ou dans quelle ville là, je crois que c'était dans le nord-ouest, où il y avait un problème au niveau de la Camwater. Oui. Et ils ont envoyé l'eau. On voyait même des débris dans l'eau. Ça créait un gros scandale. Et je crois que le préfet est descendu sur les lieux pour les rassurer. Et parce que en fait, l'eau partait sans filtration. Et généralement, ils peuvent prendre l'eau dans des rivières. Vous voyez un peu ce que ça va donner. Ça peut donner. Ça, c'est documenté. Je crois l'une des chaînes concurrentes a fait un reportage là-dessus. C'est documenté. Ça peut se retrouver sur YouTube. Oui. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Je dis pas que ce n'est pas le cas, mais je dis pour le faire, on peut faire des bonnes études. Si les Camerounais veulent, ils peuvent financer une étude là-dessus. Je mets un de mes étudiants sur le coup et puis on essaye de voir exactement ce qu'il en est. Donc pour vous, l'eau de la Camwater est une eau qui est quand même traitée par des spécialistes. Et s'il existe des problèmes de ce genre dans des ménages, c'est certainement la tuyauterie qui peut avoir des problèmes. Elle est supposée traitée, je préfère. Supposée traitée. Oui. Alors, regardez votre caméra, Dr Ngara. Oui. Et dites-nous, entre l'eau de la Camwater, l'eau de forage et l'eau minérale, quelle est, d'après vous, l'eau que devrait consommer un Camerounais pour éviter les problèmes de santé? Déjà, je préfère qu'on enlève eau minérale. Parlons d'eau en bouteille. L'eau en bouteille, oui. Parce qu'il n'y a presque pas d'eau minérale au Cameroun. Pourquoi le dites-vous? Parce que quand on dit eau minérale, ça obéit à certaines normes. Et ce n'est pas chacun qui se lève et dit eau minérale ceci, eau minérale cela. C'est une appellation protégée en principe. Sauf que ici, ça se passe, ça va dans tous les sens. On est dans la propagande commerciale. Voilà, c'est ce qui se passe. Mais vous vous rendez compte, certaines entreprises d'eau ont des sources en plein Douala, parfois en pleine zone industrielle. L'eau minérale n'est pas traitée, sinon traitement physique. Et elle a une constante sur la teneur en minéraux qui ne varie pas. Techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Teneur en minéraux, je comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a un traitement qui peut être un traitement biologique, oui, un traitement chimique, un traitement physique pour l'eau. Mais l'eau minérale n'a pas déjà des bactéries. Naturellement. L'eau minérale n'a pas des polluants chimiques. Naturellement. L'eau minérale a une concentration en sels minéraux, sodium, potassium, tous ces sels minéraux-là utiles pour l'alimentation, qui est constante. Et elle vient comme ça de manière naturelle. Et là, c'est l'eau minérale. Or, ici, on se rend compte que il y a d'ailleurs eu un scandale avec une eau où le gouvernement a demandé d'enlever eau minérale parce que il y avait des vidéos qui sont sorties où on chargeait ça comme ça bizarrement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne veux pas prononcer de nom. On n'est pas ici pour détruire les business. Donc, ça allait dans tous les sens. Et le gouvernement a demandé d'enlever eau minérale sur les bouteilles. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours écrit eau minérale sur leurs bouteilles. Mais maintenant, est-ce que c'est parce qu'on emballe mal que ce n'est plus eau minérale? Non. Si on emballe mal ou on travaille mal, demandez de bien travailler. Si c'est une eau minérale, elle reste minérale. Mais docteur Ngara, vous nous faites peur. Et ces eaux que nous consommons au quotidien, dans les bouteilles, comment appelle-t-on ça? C'est des eaux en bouteille. Parce qu'elles sont dans les bouteilles. Mais ce n'est pas nécessairement des eaux minérales.
Maintenant, pour ces eaux en bouteille-là, il y a une chose que je vais vous dire. Et ça, tout le monde peut vérifier. Le pH, c'est une grandeur chimique. C'est-à-dire que c'est une caractéristique. C'est-à-dire qu'on mesure le pH. Ça détermine l'acidité ou la basicité d'une solution. Oui. Donc, le pH, ça va de 1 à 14. C'est neutre. Ceux qui ont fait terminale ou seconde ou troisième scientifique comprendront très bien ce que je dis. Et il y a une convention pH. Petit p, grand H. Maintenant, il y a certaines eaux en bouteille. Vous voyez, c'est écrit pH. On met 7 ou 7,5. On met petit p, petit h. Un de mes étudiants à l'université fait ça, c'est 0. Même s'il a trouvé la bonne réponse. Pourquoi? Parce que P, vous savez, quand on parle du français, quelqu'un vous écrit une lettre. On sait qu'en français, une phrase finit par un point et une phrase commence par une majuscule. Je vais vous renvoyer la question. Si quelqu'un vous écrit une lettre et il finit pas ses phrases par des points, il ne commence pas ses phrases par des majuscules, qu'est-ce que vous allez penser de lui? Vous avez la réponse. C'est exactement la même chose, ce que je pense de quelqu'un qui m'écrit PH avec petit p et petit h. C'est comme ça que je pense de lui. C'est juste un commerçant. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un chimiste dans cette entreprise qui a fait 2e année chimie. Docteur, est-ce à dire que les entreprises qui commercialisent l'eau, certaines entreprises qui commercialisent l'eau dans les bouteilles et dont on s'aperçoit que le P et H sont écrits en minuscules, font uniquement du commerce, c'est ça? Ça, c'est ce que je pense. Parce qu'on ne peut pas avoir un chimiste qui a même un bac C ou un bac D dans une... Il laisse ça passer. Et je vais vous dire autre chose. Oui. On écrit pH égale peut-être 7,5. On met l'unité. Milligrammes par litre. Grammes par litre. Le pH est une grandeur sans unité. Monsieur les promoteurs des eaux en bouteille, le pH est une grandeur sans unité. Vous me mettez l'unité, même si c'est sur 5 points, c'est 0. C'est 0. Mais comment on peut faire ça au Cameroun? Donc parce que le public ne maîtrise pas, il se permet de faire cela. Oui, mais c'est comme, même si vous mettez de l'eau potable dans une bouteille, vous écrivez urine dessus. Est-ce qu'on aura envie de la consommer? Non. C'est le même comportement que j'ai face à une bouteille où on m'écrit pH n'importe comment et on donne l'unité au pH. Grammes par litre, milligrammes par litre. C'est juste du business. Je refuse pas qu'on fasse du business, mais recrutons des personnes qui peuvent nous aider à faire notre business correctement et puis écoutons-les. Ça, c'est important. Et ça, tout le monde peut vérifier. Les bouteilles sont sur le marché. Tout le monde peut voir. Ça, c'est pour le cas des eaux que vous dites en sachet, n'est-ce pas, ou en bouteille. En bouteille. En bouteille, oui. Voilà. Les eaux en sachet, je ne les touche même pas. Voilà. Mais dites-nous, quels sont les dangers auxquels sont exposés les personnes qui consomment l'eau de forage, précisément? Il y a les microbes, dont ils auront des amibes. Pas nécessairement, ça va dépendre maintenant de la qualité de leur eau. Parce que si on consomme sans avoir fait des analyses, bon, on peut avoir des problèmes, mais on peut avoir des problèmes en fonction des polluants qui sont à l'intérieur. Mais parfois, certains vont te dire que, OK, nous, on ne consomme pas ces eaux, mais on prépare avec. Ça ne résout pas le problème. Parce que mettez le fer dans l'eau, comme j'ai l'habitude de dire, il ne va pas devenir la viande. Et il y a un problème aussi avec les algues. Les algues, ce sont des plantes. Vous voyez. Et le problème, parfois, ce n'est pas les algues. Quand les algues sont dans une eau, elles sécrètent certaines substances. Et ces substances-là sont même plus toxiques parfois que les algues. Bon, maintenant, ces substances-là, lorsqu'on les chauffe, elles se transforment en d'autres substances parfois plus dangereuses encore. Donc, si j'ai une eau qui a les algues, et je dis non, je prépare seulement avec, je ne bois pas, parfois je complique encore davantage le problème. Alors, Dr Ngara, vous avez une eau de forage non traitée sur plusieurs années. Quels peuvent en être les risques sur la santé des utilisateurs? C'est-à-dire s'ils ont
consommé cette eau sur plusieurs années. L'eau est restée non traitée sur plusieurs années. Une eau de forage. C'est-à-dire qu'ils ont consommé cette eau sans la traiter sur plusieurs années. Oui. Bon, là, Quels peuvent en être les risques voilà. S'il y a des sur la santé de ces utilisateurs? S'il y a des microbes, ils iront rapidement à l'hôpital. Si ce n'est pas le cas, s'ils chauffent, les microbes vont mourir, mais les produits chimiques pas. Et maintenant, avec le temps, peut-être après 20 ans, 30 ans, en fonction des organismes, on peut avoir un mécanisme d'intoxication qui se déploie. Parce qu'il y a les métaux lourds, par exemple, si elles se retrouvent dans l'eau, les métaux lourds ne sont pas éliminés de notre organisme, avec tous nos mécanismes d'élimination. Ça s'accumule, ça s'accumule. Et lorsque ça atteint un seuil, ça peut maintenant déclencher un mécanisme d'empoisonnement de l'organisme. Et là, on a des cas où peut-être le plomb trop dans le sang peut donner un truc de Alzheimer. On a des médecins peuvent mieux en parler, mais Oui. toujours est-il que ce n'est pas très intéressant. Après combien de temps faut-il traiter une eau de forage? Au moment où je dois... Quand vous avez le forage à la maison, si vous montez votre forage, vous qui en êtes un spécialiste et un conseiller pour beaucoup de maisons, après combien de temps est-ce qu'il faut normalement traiter une eau de forage? Le même jour, dès que l'eau est montée en surface, si je dois commencer à la consommer, je dois la traiter. Oui, je veux dire, quand vous commencez la consommation, Oui. après combien de temps faut-il encore traiter? Ou bien c'est pour Je dois toute la vie? traiter en permanence. Parce que oui, je vois votre question. Est-ce qu'il n'y a Oui. pas une période? Il y a des gens qui viennent de manière sporadique, ils traitent et ils s'en vont. Non. L'eau doit être traitée à tout moment, puisqu'on doit l'utiliser. Donc, souvent, Sur quelle période? Un mois, 6 tout mois, le temps. un Il n'y a trimestre, pas un de semestre, période. une année? si je consomme 1000 litres, peut-être en une semaine, je dois traiter tous les 1000 litres que je vais consommer pendant toute la semaine, par exemple. Donc, je peux pas dire que un an ou ceci, non. Je dois consommer mon eau, je dois traiter l'eau que je consomme en permanence. Et c'est pour ça que dans les mécanismes de traitement, souvent nous installons des automatismes. C'est-à-dire, on met une machine qui va contrôler le pH et vérifier. Si le pH descend peut-être à 4, ça augmente le dosage. Si le pH monte, ça diminue, ainsi de suite, ça contrôle. Ça peut également contrôler d'autres paramètres comme ça pour régulariser de manière permanente. Oui, si on reste sur cette explication technique, quelle est la composition centésimale d'une eau normale à consommer? Bon, là, ce sont des normes, elles sont dans le pays et tout. Bon, généralement, c'est qui vous parlez de composition en minéraux? En minéraux? Oui. En minéraux? Oui. Bon, il y a des normes. Bon, ça, je vais pas retenir ça, mais il y a des normes. C'est sur les bouteilles aussi, c'est écrit et tout. Donc, il y a des normes. Il y a des normes. Et qu'est-ce que vous avez constaté sur ces bouteilles lorsque vous sur avez les relevé bouteilles- le pH? Qu'est-ce que vous avez constaté sur cet aspect dominant Sur les bouteilles, dans tous les cas, Oui, vous posez une question très délicate là. Je ne veux pas souvent parler de ça. En fait, une fois que je suis arrivé au Cameroun, j'ai acheté tout ce que j'ai trouvé sur le marché comme eau. Tout ce que j'ai trouvé, même les eaux importées. Et j'ai fait des analyses au laboratoire. Et ce que j'ai constaté, c'est que ce qui est écrit sur les bouteilles, ça ne correspond pas toujours à ce qui se trouve dans la bouteille, malheureusement. Ça ne correspond pas toujours. Donc, je ne vais pas vous dire que ça ne correspond pas chez tel ou tel, mais on peut peut-être les aider à améliorer. Vous savez, quand un business emploie déjà 2-3 personnes, il faudrait pas tirer sur ce business sans lui avoir donné l'occasion de s'améliorer. quel est le constat que vous avez fait entre les eaux importées et celles produites localement? Vous allez lire ça dans l'article que je vais produire avec cette recherche. Je ne voudrais pas anticiper. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a une grande différence. Est-ce que c'est positivement ou négativement? Ça dépend de la littérature scientifique et de ce que nous voulons véritablement. D'accord. D'accord. Alors, la production des eaux minérales contribue à accélérer la pollution de l'atmosphère et de l'environnement via des déchets plastiques. D'après vous, au Cameroun, que faut-il pour améliorer
pour changer cet état de choses? Il faut simplement arrêter de boire les eaux je pense, de boire les eaux en bouteille. Ou du moins, il faut diminuer de manière drastique. Parce que j'ai eu à faire également un travail de recherche et j'ai constaté, il y a des chiffres qui vont peut-être vous faire peur. Oui. Lorsque vous buvez un demi-litre d'eau, c'est-à-dire que vous achetez un demi-litre d'eau là et vous buvez, si vous buvez ça régulièrement chez vous, chaque fois que vous aurez consommé 1 litre, si c'est venu dans des bouteilles de demi-litre, vous aurez mis dans l'environnement 31 grammes de plastique. Donc 31 grammes de plastique par litre d'eau lorsque vous consommez en demi-litre. Par contre, si vous achetez 1 litre, et c'est le cas également pour ceux qui boivent beaucoup des boissons, ceux qui consomment des boissons gazeuses qu'ils appellent jus. D'ailleurs, ce ne sont pas des jus, c'est des boissons gazeuses. Ce sont des boissons gazeuses, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des jus. Des jus, c'est des jus de fruits qu'on presse. Et on fait appeler ça jus et on laisse passer. Nos enfants, quand on leur dit buvez des jus, ils partent vers ces histoires-là qui nous donnent des sucres et qui nous rendent malades et tout et mettre des. Donc il faut fermer ces entreprises. Non. C'est du business. D'accord. On fait pas de business comme ça. Il faut regarder. Mais déjà, il faut qu'on interdise d'appeler ça jus. Qu'on lui donne son nom de boisson gazeuse. On peut pas voir le diable, on l'appelle Christ. On aura tendance à aller vers lui, alors qu'en fait, c'est le diable, c'est pas Christ. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Bon, ça, c'était une parenthèse. Donc, lorsqu'on prend 1 litre de bouteille plastique, on met dans la nature 34 grammes par chaque litre de déchets plastiques. Lorsqu'on prend 1,5 litre, on met dans la nature par litre consommé 33 grammes de déchets plastiques. Lorsqu'on prend 10 litres, c'est moins. Donc, je conseille de prendre 10 litres si on ne peut pas faire autrement. Parce que là, on ne met que, je dis que parce que c'est le plus petit, mais c'est pas acceptable, 14 grammes chaque fois qu'on prend 1 litre. Parce que une bouteille vide de 10 litres, elle pèse pratiquement 140 grammes de plastique. Maintenant, si vous êtes seul, supposons que vous consommez seul 10 litres d'eau chaque jour, et que en 10 litres, vous prenez en 10 litres, et que vous consommez 1 litre chaque jour, certainement vous consommez peut-être 2 litres par jour, je pense, d'eau. Voilà. Au moins. Voilà. Prenons le cas même négligeable où vous consommez 1 litre. Chaque année, vous allez déverser dans l'environnement pratiquement 5000 kilogrammes de déchets plastiques. Et si on suppose que les Camerounais, seulement 5 millions de Camerounais, nous sommes peut-être 25 millions ou 30 millions, je ne sais pas trop. Si on se dit 20% de personnes seulement consomment uniquement ces bouteilles-là, n'est-ce pas? J'ai fait un petit test une fois à Yaoundé où je demandais aux gens quel type d'eau ils consomment. J'ai eu pratiquement 60 à 70% des personnes interrogées qui disaient consommer des eaux en bouteille. Oui. Maintenant, si je suppose que certaines se disaient qu'il fallait me snober, comme on dit souvent, c'est-à-dire que n'était pas sincère. Oui. Je peux même prendre la moitié, disons même 20%, 30% ou 20%, prenons 20% des Camerounais qui consomment les eaux en bouteille sous forme de 10 litres. Nous avons 5 millions environ, ce qui va donner dans la nature 25 000 tonnes par an que nous produisons en termes de déchets plastiques. Bon, il y a un pourcentage de récupération, de recyclation, mais avec le first in, last out, ça se retrouve toujours dans l'environnement. Et selon mes enquêtes, le Cameroun Tribune du 9 juin 2023, vous savez que le 5 juin de chaque année, on célèbre la journée mondiale de l'eau, oui. de l'environnement. De l'environnement, autant pour moi. Oui. De l'eau, c'est en mars. Et on dit qu'il y a, en fait, l'ONU a déclaré qu'il y a 430 millions de tonnes qui sont produites par an dans le monde, des déchets plastiques. Et pratiquement la moitié sont conçus pour être utilisés plusieurs fois, même si ça ne se passe pas toujours. Bon, maintenant, le ministre de l'Environnement du Cameroun a fait une sortie où il disait que nous avons 600 000 tonnes de plastique dans notre environnement au niveau du Cameroun. 600 000 tonnes.
Ce n'est pas 600 000 kilogrammes, c'est 600 000 tonnes. Et ils ont mis des mécanismes pour diminuer. Et lui-même a reconnu, c'est dans le Cameroun Tribune, que ça ne marche pas. Et que la seule chose qu'on peut faire, c'est de diminuer, de faire tout pour utiliser le moins de plastique possible. Mais lorsque vous sortez, que vous allez dans les carrefours, qu'est-ce que vous voyez? Des bouteilles de ce qu'ils appellent jus, partout. Et demandez le taux de circulation. C'est énorme. La bouteille qui entre aujourd'hui ne fait pas 7 jours. Elle part. Maintenant, si on part maintenant interroger le taux de sucre qui entre, vous savez que le sucre, c'est comme la drogue. Donc, on a une addiction, on prend du sucre glacé tout le temps, on veut en prendre, on veut en prendre. Donc, au niveau de la santé, de diabète, ce que ça va donner, c'est autre chose. Au niveau de l'environnement, et ce qui va revenir, c'est autre chose. Est-ce que vous savez que selon certaines études, on consomme en termes de plastique l'équivalent d'une carte de crédit, parfois par mois ou par semaine, si je peux vérifier ces études-là. Vous évaluez à combien? Pardon? Oui. La carte de crédit? Oui, en plastique. Oui. On consomme? En termes de microplastique. Parce que même dans les eaux, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis où même les eaux en bouteille contenaient des microplastiques que malheureusement nous consommons lorsque nous consommons ces eaux en bouteille. Maintenant, faire ces check-in-là, parfois ça coûte un peu cher. Nous pouvons les faire au Cameroun. Mais vous savez, la recherche coûte quand même un coût. Et pour moi, un enseignant d'université, prendre mes propres fonds pour pousser jusque-là, parfois, c'est pas évident. Ça peut vous asphyxier. Pardon? Ça peut vous asphyxier. Ouais, parfois, c'est pas évident. Et surtout que tu es en train aussi de t'attaquer au lobby. On peut t'envoyer une voiture et puis bon, ça peut aller dans tous les sens. Quelle couleur? Ça dépend. Ça dépend de l'envoyeur. Alors, dans son rôle, l'État en question, est-ce que vous avez le sentiment qu'il a mis tous les moyens en jeu pour que les populations aient une bonne qualité d'eau potable? Regardez ces images aériennes qui filment la localité de Youpé, une localité presque marécageuse où les populations se battent à avoir des forages. Est-ce que vous pensez que c'est rassurant? Tout comme les populations qui se retrouvent à proximité d'une société brassicole, du côté de Ndokbon, des eaux usées qui coulent et des forages sont creusés. Lorsque vous faites le parallèle de ces choses, est-ce que vous avez le sentiment que l'État a mis tous les moyens en jeu pour que les populations aient une bonne qualité d'eau potable? Merci, monsieur Raoul, pour cette question. Et ma réponse va certainement vous surprendre. L'État, c'est nous. L'État a mis des moyens pour me former. C'est-à-dire que j'ai fait le lycée, j'ai fait l'école primaire, j'ai fait et tout, j'ai commencé l'université ici. Mais qui payait la scolarité, c'est pas vous? Oui, c'est moi, mais il y avait un mécanisme qui était mis. Maintenant, moi, je pense, et en plus de ça, il y a la loi cadre sur l'environnement de 1996, je pense, qui soutient le principe de pollueur-payeur. Maintenant, l'État est fait des individus. L'État a besoin de nous tous. Ce que vous êtes en train de faire avec JNJ Media, vous apportez un appui incalculable à l'État. Parce que faire ces révélations, permettre, donner un cadre propice pour faire ces révélations, c'est donner déjà un coup de main à l'État. Donc, je pense qu'avec les lois, avec ceci, l'État a pris certaines dispositions. Mais maintenant, qui sont chargés d'exécuter? Lorsqu'un contrôleur de l'environnement arrive peut-être dans une entreprise et accepte de prendre une enveloppe et de laisser la pollution continuer, mais oui, il représente l'État, mais est-il l'État? Je pense que l'État sera beaucoup plus celui qui a pensé les lois. Mais maintenant, celui qui doit l'exécuter fait défaut. Et nous avons beaucoup ce problème au Cameroun. Quand, par exemple, moi, je me forme en Turquie, dans la science que je connais, qu'est-ce que je fais ici? Je peux décider de rester là-bas ou d'aller ailleurs. Ce n'est pas faute de proposition. Si je vous montre mon LinkedIn,
Vous allez voir les offres d'emploi. Franchement, énormes. Dans plusieurs pays. C'est-à-dire que rien qu'en voyant mon profil, il y a des offres qu'on m'envoie. Et parfois, il m'appelle sur mon téléphone à répétition. Qu'est-ce que tu dis? Je suis au Cameroun, j'ai décidé d'être plus ici. Il y a pratiquement depuis le mois d'avril ou mai, je pense. Mais je vous assure que en termes d'offres d'emploi venant de la Turquie, j'en ai déjà reçu près de 3 ou 4. J'ai démissionné avant de venir. J'en ai reçu près de 3 ou 4. Hors de la Turquie, j'en ai reçu peut-être 2. Mais qu'est-ce que je fais ici? C'est ça l'État. C'est-à-dire que être prêt à prendre des risques pour faire quelque chose et faire changer des choses. Et depuis que je suis là, j'essaye de faire à mon niveau. C'est pas évident, mais c'est aussi ça l'État. Par exemple, je suis là, ça fait quelque temps. Je vais vous dire une chose. On a pu créer à l'université de Tchang une filière de génie chimique, master professionnel en génie chimique et développement durable. Je suis le promoteur de ce projet. Et la première promotion commence à la rentrée d'octobre. À la rentrée d'octobre. Donc, c'est un mécanisme de multiplication. À tout moment, il peut m'arriver quelque chose. Oui, mais est-ce que c'est pas parce que vous avez peur que si vous faites des dénonciations, l'État peut s'en prendre à vous, que vous essayez de le caresser dans le sens du poil? Parce que si on a, par exemple, l'entreprise de distribution d'eau Cam Water qui ne parvient pas à réguler le secteur, normalement, vous l'avez dit dans cette émission, que Cam Water devrait le faire. C'est du ressort de l'État également. Avec les images aériennes que nous avons vues, ce sont des domiciles qui se mélangent et des puits d'eau potable, parce qu'il y a des maisons encore dans ces endroits qui consomment l'eau du puits comme de l'eau potable, qui partagent en même temps l'eau du puits avec l'eau des latrines. C'est un gros désordre. Et cette eau et les eaux de forage qui se mélangent et tout. Comment vous réussissez, docteur, à dire en toute froideur que l'État a réussi son Non, j'ai pas dit qu'il a réussi. J'ai nuancé mes propos. Mais maintenant, par rapport à ça, les conséquences, bien sûr, sont graves. Parce qu'il y a pollution et la conséquence la plus visible, c'est que le choléra ne quitte pas Douala. Par exemple. Donc, nous disons la même chose. Par exemple, voilà, le choléra ne quitte pas Douala. Mais l'État est en même temps, c'est nous tous. Quand tu vois comment quelqu'un te torture dans un bureau et il dit l'État, tout le monde dit l'État. Nous avons besoin de nous responsabiliser tous et de prendre les choses comme si... Le maire, que fait le maire de cette localité-là? C'est de ça qu'on parlait. On doit pouvoir gérer, le maire doit pouvoir s'approprier de certaines problématiques. C'est vrai que parfois on est dépassé, mais il faut commencer quelque part. C'est-à-dire que si on vote un maire, c'est pour ça qu'il faut la décentralisation, que le maire comprenne que son pouvoir vient de la population. Et peut-être il prendra cette population-là plus au sérieux. C'est peut-être ça le problème, je sais pas. Mais vous savez, parler de dénonciation et ceci, c'est bien, mais chacun a son rôle. Moi, je suis un scientifique et j'aimerais faire très bien ma science. Oui. Et il y a des gens qui font de la politique, qui dénoncent des choses, et chacun doit, à mon avis, moi je suis quelqu'un qui aime être excellent. Et si j'entre dans des dénonciations politiques, ceci, bon, il va falloir peut-être que je me forme pour être excellent dedans. Oh, je n'ai pas ce temps-là. Déjà, dans mon domaine de l'eau, il y a déjà tellement de choses à faire. Mais ça se voit que vous êtes très prudent dans votre manière de parler. Ouais, je suis on sent que vous ne voulez pas toucher cette susceptibilité. Vous savez, dans la Bible, sans vous couper, Jean-Baptiste était envoyé pour annoncer la venue de Jésus, du Messie. Vous voyez. C'était un peu comme sa vocation. Mais à un certain moment, il a commencé à dénoncer Hérode qui sortait avec la femme de son frère ou quelque chose dans ce sens-là. Sa tête a été coupée. Et vous craignez que votre tête soit coupée? Sa tête a été coupée. Et même bibliquement, il s'est éloigné de ce pourquoi il était là. Vous craignez d'être le Jean-Baptiste du Cameroun? Non, pas nécessairement. En fait, je n'ai pas peur de mourir. La mort ne m'effraie pas. Ce qui m'effraie, n'est-ce pas? C'est de faire la C'est de mourir pour une cause qui ne aurait dû éviter. Non, pas que j'aurais dû éviter. Pour une cause qui ne me fait pas rêver. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire que les questions d'eau au Cameroun, tu vois, je les ai dans le sang. Exact. Je ne suis pas parti en Turquie et en France
pour avoir un diplôme. C'est votre mission. Je suis allé pour comprendre cela. Oui. Et vous ne savez pas jusqu'où je suis allé. C'est votre mission de Jean-Baptiste. Voilà, si vous voulez. Donc, je ne veux pas m'égarer. Il faut que je reste concentré et efficace dans cette mission-là. Ouais. C'est ça qui est important. Et donc, les dénonciations peuvent faire comme vous égouts. Bon, les dénonciations peuvent faire comme les égouts, mais si j'y crois, je vais le faire. Vous voyez, mais je suis dans ma mission. Si, par exemple, j'ai parlé du PH, je vais saisir ces entreprises-là. Oui. Avec des lettres. Si elles ne changent pas, je pourrais passer à la dénonciation. Oui. Et là, si avec cette dénonciation, quelque chose se passe, je serai prêt à assumer. Mais parce que là, je serai dans mon rôle. Ces entreprises ont des ministères de tutelle. Pourquoi vous ne fournissez pas une documentation à ces ministères qui les octroient des agréments Mais ça, c'est encore... pour démontrer ces défaillances. Vous savez, quand quelqu'un a un business, la première chose, c'est de protéger le business. Donc, je dois m'adresser à lui. Oui. S'il ne marche pas, je peux passer à autre chose. Vous voyez. Moi, je pense que les choses peuvent changer si on se parle. Moi, c'est ce que je pense. Les choses peuvent changer si on se parle. Aller brutalement. Vous savez, quand vous vous mettez à dénoncer, comme ça, dénoncer pour dénoncer, à la fin, vous êtes un héros. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un héros. Mais vous serez mais oui, vous êtes comme Saint Bernard qui donne son manteau à un pauvre. Saint Bernard devient un saint. Mais les pauvres ne sont pas finis. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Les pauvres ne sont pas finis. Mais il y a un nouveau saint qui est né. Je ne veux pas être un nouveau saint. Je voudrais que les pauvres finissent. C'est ça qui est le plus important pour moi. Je ne voudrais pas être ce nouveau saint-là qui dit que oh, ton pH n'est pas bon et tout, et que on m'invite partout pour dire oui, viens parler, viens dénoncer ça. Viens... Je préfère que les pauvres finissent, même s'il n'y a pas de nouveaux saints qui sont nés. On vous a bien compris, docteur Ngara. Merci beaucoup, c'est la fin de cet entretien. Merci infiniment. C'est fini déjà? Oui, c'est la fin de cet entretien. Merci infiniment. Merci beaucoup, docteur. Vous nous avez beaucoup édifié sur les questions d'eau au Cameroun. Je pense que c'est une émission très riche et c'est peut-être ma première fois de voir quelqu'un qui refuse d'incarner un personnage biblique. Le professeur Ngara, le docteur Ngara refuse d'être le Jean-Baptiste de la Bible. Merci beaucoup, docteur. Merci aussi à toi, Raoul. Merci, Romaric. Merci au docteur. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission, cette autre émission avec le docteur Emmanuel Ngara. J'espère que l'eau que vous buvez est potable parce que pour le moment, j'en ai cessé. On en reparle au plateau. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission. C'est la fin. Continuez de suivre l'actualité et toutes les informations du Cameroun et de l'Afrique traitées de manière professionnelle sur JNJ Media. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous à nos plateformes Facebook, YouTube et toutes les autres. Et n'oubliez pas sur YouTube d'activer la cloche de notification pour recevoir l'ensemble de nos productions chaque semaine. Chapeau spécial à l'équipe technique chapeautée aujourd'hui par Gilles Bédan-Noubissi et avec la contribution de MNZ. Merci également à Ren Bouba, le docteur Ren Bouba, qui est avec nous et qui est à l'assistance de la réalisation. Émission donc coordonnée et supervisée par la très ravissante, scintillante et sémillante Grasté. À très vite.